Rubroca. Faut pas le répéter. Rubroca. Faut pas le répéter. Rubroca. Faut pas le répéter. Chut, la sorcière montre son derrière. Tu te rappelles les contes de la rue Broca? Encore une adaptation. En fait, tu veux que je fasse le gag au moins une fois cette année dans une des reviews principales. Bah tu te débrouilles pour te défiler à chaque fois, alors je réessaye. Ok, bien sûr, je me rappelle les contes de la rue Broca. Je les ai lus, je les ai joués en pièces de théâtre en primaire, et je ne savais pas qu'il y avait un dessin animé. Techniquement, il y en a eu 2, mais comme on n'a pas pu mettre la main sur le premier, à l'instar de la série Ghostbusters de filmation et la première série des contes du chat perché, on va pas pouvoir en parler. Pas grave, on aura bien assez à dire avec la série de 95. Les contes de la rue Broca, donc, vous l'aurez compris, adaptent divers contes écrits par Pierre Gripari. Pierre Gripari, à l'instar d'Henri Dess, Claude Ponty, Anne Sylvestre, Béatrix Potter, Georges Chollet et Enid Blyton, est un de ces auteurs avec qui on a tous grandi, qu'on soit né en 80, en 90 ou en 2000, et avec qui les enfants continuent à grandir aujourd'hui. Mais avec Pierre Gripari, on a toujours un rapport un peu plus intime du fait qu'il se met lui-même en scène dans ses histoires, qu'il en a enregistré lui-même des versions audio, et qu'il les a adaptées lui-même en pièces de théâtre. D'après ce que j'ai compris, il a même adapté en conte des textes qu'il avait écrits sous forme de pièces. Il touchait à tout. Théâtre, romans, nouvelles, critiques littéraires, essais, poèmes, énigmes et devinettes. Il intervenait à la radio. Et avant que le tout internet bondisse sur son clavier pour m'assassiner dans les commentaires, oui, je suis au courant que le bonhomme a fini sympathisant d'extrême droite. Et ça m'a beaucoup attristé de l'apprendre. Mais non, vu que ça ne se voit absolument pas dans ses contes pour enfants, je ne vais pas m'interdire de les apprécier pour autant. Ce qu'il y a surtout à retenir du personnage, c'est qu'il a vécu un temps rue Broca dans le 5e arrondissement de Paris et fréquenté les enfants qui vivaient là, leur racontant des histoires et, plus important, leur en faisant raconter. Plus tard, il a retranscrit toutes ces histoires improvisées avec eux, et ça a donné les contes de la rue Broca. Il décrit avec force détail le processus de création de ces contes dans la préface du recueil, et je vous encourage fortement à aller lire cette préface si ce n'est pas déjà fait. Pierre Gripari y parle de l'amour que lui et les habitants de la rue Broca, adultes comme enfants, partagent pour la fiction. Amour dont Gripari déplore d'ailleurs qu'il soit si peu partagé par le reste du monde. J'insiste là-dessus. Et si j'insiste sur le fait que ces contes ont été en grande partie créés par des enfants, c'est parce qu'il me semble indispensable de garder en tête en regardant la série que la motivation derrière les contes de la rue Broca n'est donc pas de démontrer, de signifier, de faire réfléchir, mais bien de partager un moment plaisant avec un auditoire, de raconter une histoire, juste une histoire, pour le plaisir de l'histoire. Ce recueil contient 13 contes, or la série en a 26. Parce que la série, en dépit de son titre, ne se contente pas d'adapter les contes de la rue Broca. Elle pioche aussi dans 2 autres recueils du même auteur, Les Contes d'ailleurs et d'autre part, et Les Contes de la folie Méricourt. Ils auraient pu se contenter d'appeler ça 26 contes de Pierre Gripari, à l'instar des 9 contes de Béatrix Potter. Le véritable titre des 9 contes de Béatrix Potter est Les Contes de Pierre Lapin et ses amis. Quoi qu'il en soit, ces contes sont adaptés de la façon la plus efficace qui soit. La série n'a malheureusement pas été faite du vivant de l'auteur, mais je pense qu'il l'aurait pas renié. Je me demande ce qu'en ont pensé les enfants co-auteurs de ces contes. Ils devaient être parents à ce moment-là. La série... Bon, je ne vais surprendre personne en disant que c'est pas une série à suivre, n'est-ce pas? Non. Dans chaque épisode, Pierre Gripari, appelé Monsieur Pierre dans la série comme dans ses textes, va faire ses courses chez son épicier, Papa Saïd, et assiste à une scène de vie quotidienne entre lui et ses 2 enfants, Nadia et Bachir. Ces scènes lui inspirent d'improviser une histoire que la famille de l'épicier s'empresse de le supplier de raconter. On pourrait se dire que Papa Saïd doit finir par en avoir un peu marre, au bout d'un moment, de ce type qui l'empêche de travailler chaque fois qu'il vient acheter des haricots. Mais non, apparemment il est tout aussi demandeur que les enfants, parfois même plus. Pour cause, pour être sûr de bien captiver son public, Monsieur Pierre n'hésite pas à faire intervenir dans ses histoires ses auditeurs, leurs objets personnels et le couple de poissons rouges. La série a eu peur que le jeune public soit confusionné par le fait que les auditeurs soient à la fois en train d'écouter l'histoire et d'intervenir dedans. Du coup, à chaque fois, enfin c'est surtout dans la première moitié de la série, je dirais, l'auditoire interrompt le récit pour souligner que c'est impossible. À quoi Monsieur Pierre se borne à répondre que tout est possible dans une histoire. Tout est possible dans une histoire. Ça en devient presque lourd à force. Presque. Je suis pas complètement sûre que le but soit d'éviter la confusion. Ça peut tout simplement faire écho au fait que Pierre Gripari écrivait dans sa préface qu'il n'aime pas les histoires vraisemblables. Que les seules qui l'intéressent sont celles dont il est sûr depuis le début qu'elles ne sont jamais arrivées et ne peuvent pas arriver. Moi, les histoires qui m'intéressent,
ce sont les histoires impossibles. Quoi qu'il en soit, c'est du coup moins frustrant que les séries Il était une fois les Amériques, et plus encore Les Découvreurs et les Explorateurs, où on voit un groupe d'enfants au début et à la fin de chaque épisode, là pour écouter les histoires de Maestro, mais qu'on n'assiste jamais à aucune histoire impliquant 16 enfants. Alors là, attention, hein, si vous voulez intégrer le circuit du commerce équitable, il y a des règles à respecter en ce qui concerne l'environnement. Ça compte pas! Bref, dans les contes de la rue Broca, les auditeurs ne sont pas là que pour écouter l'histoire. Ils interviennent dedans, et du coup, comme je disais, c'est moins frustrant. Physiquement, le Monsieur Pierre de la série ne ressemble pas au Pierre Gripari réel. Il ne correspond même pas à la description qu'il fait de lui-même dans sa préface. Peut-être. Mais étant donné qu'il y a réellement eu rue Broca un Monsieur Pierre qui a raconté des histoires aux enfants de Papa Saïd, et à quelques autres enfants du quartier, on continuera à considérer qu'il s'agit bien de lui. C'est généralement Monsieur Pierre qui propose spontanément de raconter une histoire au début de l'épisode, mais c'est souvent parce qu'il a été pris à partie par Papa Saïd pour résoudre un litige entre lui et un de ses enfants, en général Bachir. Le pauvre gars quand même, il peut pas faire ses courses sans être alpagué pour une histoire. C'est peut-être comme ça qu'il paye ses courses. Pierre Gripari a à 2 reprises quitté son boulot alimentaire pour se consacrer à l'écriture et a connu la misère à cette occasion. En plus, on remarque que s'il se débrouille pour que l'histoire dure assez longtemps, il est invité à rester à dîner. Remarque oui, on voit son appartement dans un épisode et c'est une petite chambrette sous les toits. Ça veut rien dire. Vu le prix du mètre carré à Paris, une petite chambrette comme ça doit déjà coûter bonbon. Peut-être pas à l'époque. D'ailleurs, ça se passe quand? Monsieur Pierre a entre 30 et 40 ans. Il évoque un départ en vacances lorsqu'il était enfant au moment, dit-il, des premiers congés payés. C'est raisonnable de penser qu'on parle de ceux de 1936. Donc, la série se passe probablement dans les années 60, période à laquelle les ateliers d'écriture de Pierre Gripari ont eu lieu. La télé est en couleur, donc après 67. Disons dans les années 70 si Monsieur Pierre ne fait pas son âge. En tout cas, les prix sont donnés en francs, et 2011 est considéré comme le futur. Tu triches, 2011 est-elle futur par rapport à l'année de production? Ou d'ailleurs on payait en francs. Ça fait une vaste fourchette d'époque potentielle pour la série. Il est probable que cette histoire de congé payé soit un impensé au moment de l'adaptation, qui serait alors censé se passer en 95 avec un Pierre Gripari imaginaire qui a vécu plus récemment, mais c'est pas très important. Ce qui est très important à retenir, c'est que les histoires sont des contes. Des vrais contes, avec de la vraie magie, mais ayant pour la plupart la particularité de se dérouler dans un décor urbain et contemporain. Ces histoires impliquent souvent des sorcières, mais pas que, il y a aussi des fées, des fantômes, des chaussures qui parlent, des poupées qui prévoient l'avenir, et des grenouilles à cheveux. Certains contes donnent un sentiment d'étrangeté. Ils sont vains ou amoraux, voire inutilement cruels, et n'ont pas vraiment pour objectif de démontrer quoi que ce soit, juste de distraire les enfants de son épicier suffisamment longtemps pour être invités à dîner. La plupart du temps, l'étrangeté est d'origine. On sent d'ailleurs une différence d'étrangeté entre les contes qui sont comme ils sont parce qu'ils ont été improvisés avec un groupe d'enfants lors d'un atelier d'écriture, et ceux qu'ils sont parce qu'ils sont la transposition d'un conte populaire à la sauce Gripari. Mais des fois, il arrive que les choix d'adaptation augmentent le côté atypique et bizarre de l'histoire. Par exemple, dans mon souvenir, Le Voyage de Saint Déodat était un conte à la première personne, raconté par le village lui-même, rendu sentient pour l'occasion. Dans la version animée, l'histoire est vécue et racontée par Monsieur Pierre enfant, et le fantôme d'un vieux marin originaire du village. Ça donne une impression vraiment très différente. Et peut-être du coup encore plus bizarre que le conte ne donne. Pareil pour l'histoire du Bagada. Drôle d'idée d'avoir rendu le diablotin sympathique et d'avoir fait de ce qui lui arrive à la fin une délivrance plutôt qu'une punition. C'était peut-être imposé par le fait qu'ils avaient repris le look du gentil petit diable pour le diablotin, ou alors les adaptateurs se sont dit que des diables qui se retrouvent punis ou des villages sentients, ça avait sa place dans Extreme Ghostbusters, mais pas dans les contes de la rue Broca. Donc la série est une mauvaise adaptation? Certainement pas. Elle a parfaitement capté ce qui fait l'état d'esprit de ses contes et comment le retranscrire de manière graphique et auditive. Ce qu'elle a changé s'explique par une volonté de coller au nouveau format. Et comme pour Alix, j'en vois l'intérêt. Même quand la série décide de faire arriver l'histoire racontée à Monsieur Pierre enfant, alors que dans le livre, elle arrive à Monsieur Pierre adulte et n'est logique que dans la mesure où elle arrive à Monsieur Pierre adulte. Je reformule, j'en vois l'intérêt la plupart du temps. Ok, il y a cette modification incompréhensible de la sorcière du placard au balai, qui rend l'histoire encore plus invraisemblable, ce qui n'aurait sans doute pas été pour déplaire à Pierre Gripari, mais la plupart des autres modifications effectuées par la série sont faciles à justifier. C'est juste que des fois j'ai le sentiment que ça augmente le côté bizarre des contes, qui sont déjà assez bizarres de base et tirent leur charme du fait d'être bizarres. Tu te rends bien compte que bizarre c'est pas très informatif comme adjectif pour décrire ce que la série et les livres dont elle est tirée sont. Et je t'arrête tout de suite, incongru ne serait pas plus informatif. Je me rends bien compte, mais je serais bien en peine de dire quelque chose de plus précis. Y a pas d'éléments factuels qui soient toujours les mêmes d'un conte à un autre.
C'est juste qu'on sent que ces contes ont globalement le même style parce qu'ils surprennent tous de la même façon. Je veux dire, ils surprennent les histoires over et les narratologues chevronnés en étant très classiques et très atypiques en même temps. Est-ce à cause de la transposition dans un contexte urbain et contemporain qui fait que les sorcières achètent des ordinateurs plutôt que des miroirs magiques pour leur dire qu'elles sont la plus belle? Un peu, mais pas seulement. Est-ce parce que les personnages s'en sortent assez facilement sans avoir eu à passer de grandes épreuves morales? Un peu, mais pas seulement. Est-ce parce qu'ils ont des noms pas très glamour qui ne font pas rêver? Est-ce parce qu'ils sont le type de personnage qui est habituellement secondaire dans les histoires? Est-ce parce que la prémisse de l'histoire est presque toujours un truc très con, appeler son gamin Lustucru, ne pas chanter une chanson qui pourtant reste vachement dans la tête? Est-ce parce qu'il n'y a jamais vraiment de morale? J'ai beaucoup de mal à définir ce qui constitue le style. En tout cas, ce style se retrouve à la fois dans les contes improvisés avec les enfants et les contes écrits par Gripari tout seul. Donc, ce n'est pas le côté improvisé au cours d'un atelier d'écriture qui fait cet effet. J'ai lu une critique qui avançait que la particularité de ces contes, c'était de ne pas prendre les enfants pour des cons. Ce serait ça qui constitue leur style? Les contes du chat perché non plus ne prennent pas spécialement les enfants pour des cons. Simplement, c'est dans ceux de la rue Broca qu'on se permet de fracasser le crâne de la sorcière avec un tiroir-caisse, et dans le livre de récupérer la monnaie dans son sang. Adulte, on ne se sent pas plus ou moins pris pour un con par des histoires qui se permettent ce genre de choses. Je ne saurais dire si le style des contes de la rue Broca, d'ailleurs et d'autre part, ou de la folie Méricourt, tient à ce que le spectateur se sent valorisé par leur lecture. Tout ce que je peux dire, c'est que quand on est grand consommateur d'histoire, on ressent à la fois un mélange de familiarité et d'étrangeté qu'on retrouve dans absolument tous ces contes. Et qui fait qu'on peut se dire « Ok, c'est Pierre Gripari ». Comme tu disais, ça fait que, même si, sans regarder le recueil d'où vient l'histoire dans le carton-titre de l'épisode, on a l'impression de pouvoir deviner quels contes ont été improvisés par des enfants et quels contes ne l'ont pas été, il n'y a pas de rupture stylistique entre les contes adaptés d'un recueil et les contes adaptés d'un autre. À l'épisode 14, la série se met à s'appeler « Les contes de la rue Broca et de la folie Méricourt », au calme comme ça, sans qu'on relève. La structure choisie par la série, de mettre en scène Monsieur Pierre racontant des histoires à son épicier et à ses enfants, achève de donner une cohésion au tout. Au cours du récit, la caméra revient souvent sur le compteur dans l'épicerie et les auditeurs l'écoutant, et l'épisode se termine toujours par une autre scène entre les personnages, tirant une conclusion de l'histoire et très souvent partant d'un grand éclat de rire collectif. Le dessin est amusant. À l'instar de pas mal de séries humoristiques, il cherche plus à être atypique qu'à être joli. Ce qu'il faut relever parce qu'au final, quand on y réfléchit, les contes font plus sourire que rire aux éclats, et que conte ne rime pas nécessairement avec humoristique. Les contes du chat perché et ceux de Béatrix Potter sont plutôt légers, pas très sérieux, mais ils ne sont certainement pas à classer dans le registre humoristique à proprement parler. Or, je suppose que pour retranscrire à merveille l'état d'esprit bizarre dont tu parlais tout à l'heure des contes de Pierre Gripari, il était indispensable que le dessin soit celui d'une série humoristique. Peut-être pas seulement pour retranscrire l'état d'esprit bizarre, mais sûrement aussi pour retranscrire l'état d'esprit cruel. Ok, il y a tout de même eu 2-3 édulcorations ça et là dans les épisodes, comme la mort de la sorcière de la rue Mouffetard qui est beaucoup moins gore que dans le conte, et la fille de l'ogresse qui survit dans Jeannot et l'ogresse, mais pour dire la vérité, je n'en suis absolument pas surprise, et je suis même étonnée que de l'édulcoration, il n'y en ait pas eu plus. Êtes-vous orgueilleux, luxurieux? Qu'est-ce que c'est, luxurieux? Répondez par oui ou par non. Pierre Gripari ne faisait pas dans la dentelle. Bon, le coup de fracasser le crâne de la sorcière à coups de tiroir-caisse, ou de menacer la propriétaire des chaussures d'une amputation des 2 pieds, a sûrement été décidé par les enfants au moment de la création de l'histoire. C'est 200 francs. Mais il y a tout un tas de détails où on se dit que ça ne peut être que des ajouts, ou du surlignage de Pierre Gripari adulte au moment de la retranscription. Entre les allusions scabreuses dans Scooby-Doo, la poupée qui sait tout, le sexisme des protagonistes dans Le Diable aux cheveux blancs, les morts gratuites et sans intérêt scénaristique dans Madame la Terre est basse, et ne parlons juste pas de Pouic et la Merlette. Comme tu as dit, ne prenez pas les enfants pour des cons à qui il ne faut parler de rien. Mais il ne les prenait pas non plus pour des cons à qui on peut parler de tout, en tout cas pas n'importe comment. Il avait le sens de la mesure et de la présentation. Il est clair dans la façon dont les choses sont mises en scène qu'on est censé trouver ridicule le héros du Diable aux cheveux blancs de ne pas être capable de se débrouiller sans une femme pour faire son ménage, même si aucun événement de l'histoire ne l'oblige à évoluer sur ce plan-là. D'une manière générale, les héros de ces contes ne sont pas forcément des personnages très admirables, et parviennent à leur fin sans avoir eu à faire preuve de grande qualité morale. Mais ces contes ne donnent pas pour autant à croire que cet agencement d'événements est normal, et que dans la vie, les gentils sont punis et les méchants récompensés. On n'est pas dans Shazam! De ce point de vue-là, la fée du robinet est représentatif. La méchante est d'abord récompensée et la gentille d'abord punie,
Puis, au gré de coïncidences qui n'ont qu'à moitié à voir avec la moralité de la situation, la gentille sort quand même gagnante et la méchante perdante. Quant à la fée, on lui explique bien gentiment qu'on ne juge pas les gens sur une seule bonne ou mauvaise action. C'est sans doute encore un des éléments qui alimente le sentiment d'étrangeté qui émane de ces histoires. S'il y avait une morale, ce serait plutôt que dans la vie, il arrive des choses justes et injustes, que tout est surtout une question de chance, que c'est comme ça et qu'il vaut mieux en rire qu'en pleurer. Quand même, je pense toujours qu'il vaut mieux être juste. En tout cas, la série s'efforce de conserver ce côté brut de décoffrage et se plaît à peupler ses épisodes de petits détails un peu cruels, un peu matures. Le roi du Mexique abandonne le trône pour vivre avec une stripteaseuse. Ou un peu grossiers. Nichon. De toute façon, ce sont des histoires intelligentes qui s'attendent à ce que les enfants soient intelligents. Franchement. Tu viens passer l'examen de calcul. 23 multiplié par 46 divisé par 2 plus 292 multiplié par 723 divisé par 80 moins 7419,79. Ça fait combien, mon grand? Ça commence mal. Je suis bon pour avoir 0. 0, c'est parfait, mon enfant. Ça fait vraiment 0? On dirait que la série s'attend à ce qu'on ait effectué le calcul au fur et à mesure que l'énoncé était dit. Je suis particulièrement nulle en calcul mental, mais je suis sûre que même toi, t'as pas eu le temps de compter. En fait, j'ai pas compté, je m'attendais pas à ce que la série me demande de compter. Attends. Non, ça fait pas 0. Ça fait 0 seulement si on arrondit la dernière division à la deuxième décimale. On va dire que l'ange est indulgent pour le calcul mental. On s'autorise des répliques satiriques. Vous n'avez pas le droit. J'ai le droit de tout car j'ai beaucoup de l'argent. Et une critique de la télévision qui intéresse davantage les enfants que les histoires de Monsieur Pierre, dans une série animée diffusée à la télé, qui raconte les histoires de Monsieur Pierre. On n'a jamais promis que la série serait de bonne foi. Les textes qu'elle adapte n'ont pas vocation à être éducatifs. Grille-Paris est plutôt claire dans sa préface à ce sujet, donc elle n'a pas besoin d'être de bonne foi. Puisqu'on parle de ça, on a dit que ce sont les scènes de vie quotidienne qui inspirent le conte à Monsieur Pierre. Mais comme on vient de le voir, ces contes n'ont pas toujours de morale, donc il a été difficile pour les adaptateurs d'inventer des scènes de vie quotidienne que le conte illustrera adéquatement. Ces scènes de vie quotidienne étant bien évidemment des créations de la série. Du coup, comme il ne peut pas être inspiré par le conflit entre le père et ses enfants, le conte est en fait souvent inspiré d'un aspect plus anecdotique de la scène, un objet ou une réflexion faite par un personnage. Ainsi le rapport est parfois ténu, mais il y a un cas où on peut pas s'empêcher d'y voir une private joke. L'épisode de mauvaise foi sur la télé présente un conte où la conclusion est que les enregistrements ne remplaceront jamais les spectacles vivants. Faut le dire vite, l'intrigue du conte n'a rien à voir avec ça. Mais surtout, ce conte s'intitule Sadko. Et ils en ont fait un épisode avec une morale sur la télé. C'est fait exprès, c'est pas possible. Rien à voir, Sadko est une célèbre légende russe. Ouais, j'ai pas poussé les recherches très loin là-dessus, mais j'ai pas l'impression que la question de la technologie qui remplace l'humain soit vraiment le sujet de la légende russe. Et quand bien même, l'intro de l'épisode aurait pu être sur la radio. Mais non, ils ont choisi la télé. Me dis pas qu'ils ne pensaient pas à la ressemblance du nom du héros avec celui du fantôme de Ring en le faisant. Le roman Ring est assez ancien pour ça, mais le film est trop récent. Je sais bien que les auteurs de dessins animés sont cultivés, mais quand même. Attention, tu retombes dans le travers du carré de ciel bleu de Kieslowski. Il y a tout de même des moments d'irréflexion dans la mise en scène. Tiens, ici, l'explorateur est censé avoir passé 60 ans dans la jungle, alors que si on en juge par son apparence, il n'a pas plus de 40 ans. Ça dépasse les Egon de 39 ans, ça. Sa vie aventureuse lui a peut-être permis de rester particulièrement en forme. Mais puisqu'on parle de chronologie... Regardez-moi cette transition. Puisqu'on parle de chronologie, comme tu as dit, et comme on aurait pu s'en douter même si ça avait pas été précisé, la série n'est pas une série à suivre et les épisodes peuvent être vus dans n'importe quel ordre. À première vue. Parce qu'en fait, non. Le dernier épisode doit bien être vu en dernier. Oh bien sûr, l'histoire qui y est racontée est autonome comme toutes les autres, mais c'est tellement l'histoire par laquelle il fallait finir. L'archétype de la sorcière, qui a fait le charme de pas mal des autres histoires, y est glorifié, et l'épisode se termine par une chanson et un feu d'artifice. Ça fait très conclusion. Même avant le dernier épisode, et malgré le fait que les histoires sont indépendantes les unes des autres, la série s'auto-référence beaucoup. Oui, mais elle ne le fait pas forcément en tenant compte d'une chronologie quelconque. Par exemple, dans l'épisode de Catherine sans nom, pour pouvoir exprimer à quel point la sorcière de cette histoire-ci est laide, on la compare à d'autres sorcières venues d'autres épisodes, dont une qui n'apparaîtra que dans un épisode ultérieur. Vraiment, les épisodes peuvent être vus dans n'importe quel ordre. Le dernier épisode aussi d'ailleurs peut être vu n'importe quand. Ce serait juste dommage de pas finir par celui-là. En tout cas, la série a ajouté de la parcimonie scénaristique au conte qu'elle adapte. Dans le livre, Bachir apparaît dans plusieurs contes, mais pas tous. Des fois, les enfants qui interviennent ne sont pas nommés. Dans la série, chaque fois qu'un enfant doit intervenir dans l'histoire, ce sera systématiquement Bachir ou Nadia, sauf quand un élément de l'intrigue rend ça impossible. Et les démons d'un épisode sont recyclables pour un autre. Pas seulement à cause de la parcimonie scénaristique. Il arrive que la famille Saïd et leurs animaux de compagnie s'invitent dans le conte sans aucune raison.
Surtout les animaux de compagnie, en fait. C'est pas si gratuit que ça. Tous ces contes se déroulent dans un même gris pariverse, où il y a un seul notaire dont la juridiction est très vaste, où les sorcières sont très polyvalentes, et où tout le monde va consulter le même médecin à la barbe bleue, sauf quand il s'agit de marier sa fille. Bien sûr, c'est une question d'univers partagé, sûrement pas de recyclage de modèles. Et si Monsieur Pierre enfant et Monsieur Pierre adulte apparaissent dans la même rue dans le même épisode, c'est parce que... La sorcière l'a peut-être cloné pour garantir qu'il y ait toujours quelqu'un pour raconter des histoires de sorcières. On va dire ça. Et pour l'ogresse qui a la même tête que la servante dans l'histoire de la paire de chaussures? Écoute, il faut bien que ces gens payent leur loyer. De toute façon, la série pousse l'autoréférence vachement loin. Non seulement les personnages évoquent qu'elle existe... Alors raconte-moi la sorcière de la rue Mouffetard. Mais c'est trop tard, on en a déjà fait un dessin animé. Mais ils la regardent carrément à la télé. Bon, sérieusement, sans aller jusqu'à dire que la série a des problèmes de budget, les modèles de personnages sont énormément recyclés d'un épisode sur l'autre, et les scènes d'intro et de conclusion ont pas mal d'images réutilisées. Ok, mais à part ça, on ne relève pas vraiment de défauts techniques. Tout au plus, un moment où le jeune Pierre perd son nez. Sur le plan graphique, ok. Sur le plan sonore, il y a 3 acteurs qui se partagent à peu près tous les personnages. Ne crains rien pour moi, je suis immortel. Et si on nous sépare? Et alors, ils le font vachement bien. Le manque de variété des voix n'empêche pas le doublage d'être plutôt bon. On sent que les acteurs s'amusent. Ces démons sont de vrais... des... démons. Et l'ambiance musicale ne gâte rien. Ah, l'ambiance musicale. Parlons-en de l'ambiance musicale, et en particulier du générique. Rue Brocard, Au fond de la soupière, il y a des sirènes qui se lavent les pieds. rue Brocard. Dans le placard, il y a une sorcière et un vampire sous le tapis. Ose me dire que le générique des contes du Chat Perché est pire que ça, ose. Je l'aime bien, moi, le générique des contes de la rue Brocard. Mais il est tellement... Space, justement, c'est exactement pour ça que je l'aime bien. Il donne le même sentiment de bizarrerie qui émane des contes et fait leur charme. Les paroles sont absurdes, mais les contes le sont aussi. Bon, ok, il n'y a jamais de vampire sous le tapis ou de sorcière qui montre son derrière dans la série. Mais je le trouve très approprié à la série qui est introduite. Et contrairement au générique des contes du Chat Perché, je trouve la mélodie agréable. Eh bah des goûts et des couleurs, moi je trouve le refrain saoulant comme c'est pas permis. Bref, une série qui a su capter l'état d'esprit de l'œuvre qu'elle adapte et exploiter son support le plus efficacement possible pour retranscrire cet état d'esprit. Du coup, on n'adhérera à la série que si on adhère au conte d'origine. Mais pour tous ceux qui, comme moi, apprécient ces contes, cette série mérite qu'on s'en souvienne. Tiens, c'est intéressant ça. Dites-moi, Papa Saïd, vous connaissez l'histoire de la fée du robinet? Cela fait 100 millions d'années que je sers ce vieillard et pas une seule fois il ne m'a invité à sa table. Ne t'inquiète pas, Lustucru, je vais raconter aux Romains comment tu as conquis la Gaule pour eux. Waouh, les fiestas, j'adore. Dire que tu ne pourras même pas t'asseoir autour d'une table. Je suis le 47e maître fauconnier de Kusan. C'est au temps de mon grand-père que Winfang est devenu notre ennemi juré. Dis, monsieur Pierre, tu as vu ma collection de timbres? Mais si une seule des 3, je ne suis pas capable de te la donner, je m'en vais pour toujours et tu ne me verras plus. Bonjour Nadia. Tu veux du beefsteak, des côtelettes, un petit roast-beef, de l'entrecôte, un gigot, ou bien plutôt un bon poulet de grain? J'ai aussi des lapins et des beaux canards, ma petite fille. C'est les feuilles d'automne, monsieur. Non, désolé, j'ai pas de veine aujourd'hui. Ah, vous avez de la chance de ne pas avoir d'enfant, monsieur Pierre. Où allez-vous comme ça dans la nuit? Allez, ça ne sert plus à rien, je vous ai entendu. Oh, ça par exemple, mais c'est notre cher ami Tintin. Fastoche, comme tu dis. Mademoiselle Nelly a téléphoné à ta mère juste avant que tu n'arrives. Rue Brocard, Il y a des mystères. Une fée met les doigts dans son nez. rue Brocard, Les rois épousent les pommes de terre. Les diables vont au paradis. rue Brocard, Au fond de la soupière, il y a des sirènes qui se lavent les pieds. rue Brocard, Dans le placard, il y a une sorcière et un vampire sous le tapis. rue Brocard, Faut pas le répéter. rue Brocard, Faut pas le répéter. rue Brocard, Faut pas le répéter. La sorcière montre son derrière. rue Brocard, Faut pas le répéter. rue Brocard, Faut pas le répéter. rue Brocard. Faut pas le répéter.